Nous poursuivons sur ce dossier israélien avec ces images de l'armée israélienne qui prend possession du poste frontière au sud de la bande de Gaza à Rafah. Nicolas Rouget, on a besoin de vos lumières. Vous êtes en direct pour LCI de Tel Aviv. Vous êtes à Tel Aviv. Nicolas, pourquoi Israël a-t-il lancé son offensive par ce poste frontière ce matin à un moment où la négociation semble quand même pouvoir continuer? Hier, le Hamas a dit qu'il était d'accord. Oui, le Hamas a dit qu'il était d'accord, mais selon ce qu'on sait des sources israéliennes, l'accord n'était pas exactement ce que Israël voulait, ou en tout cas ce que Israël avait décidé aussi de cautionner. Il était notamment question d'une fin de la guerre dans une deuxième phase. Évidemment, Israël ne veut pas de cette fin de la guerre, en tout cas pas si ça va contre ces termes. Et donc évidemment, on s'en rappelle, c'est toujours les mêmes choses, les mêmes objectifs militaires de démanteler l'infrastructure du Hamas. Les 4 derniers bataillons à Rafah, donc là où il y a une incursion militaire en ce moment, sont la cible privilégiée des Israéliens. Il y a aussi ce problème des otages. Selon les termes de l'accord qui aurait été accepté par le Hamas, on parle de 33 otages, mais il n'y a pas vraiment de mention de savoir s'ils sont vivants ou morts. Donc cela ne passe pas aussi du côté israélien. Hier soir, le cabinet de guerre s'est réuni. Ils ont à l'unanimité déclaré que l'incursion continuerait, que l'opération militaire continuerait à Rafah. Donc les ordres d'évacuation qui ont été donnés hier ont été suivis de frappes meurtrières, une cinquantaine de frappes en tout dans la ville de Rafah hier soir, et puis de cette incursion militaire que vous voyez à l'écran maintenant, jusqu'au poste de Rafah, le principal point de passage entre l'Égypte et la bande de Gaza, par où passe une grande partie de l'aide humanitaire, par où sortent aussi les Gazaouis, le seul point de passage par lequel peuvent sortir les Gazaouis. On a vu aussi des véhicules militaires israéliens se conduire le long de la frontière, donc en mettant en valeur cet objectif stratégique que présente la route qui longe la frontière, le corridor de Philadelphie pour les Israéliens. Donc ce serait l'idée, c'est ça sans doute, selon les sources sécuritaires israéliennes, l'idée serait de prendre ce corridor de Philadelphie pour vraiment pouvoir encercler la ville de Rafah d'une façon ou d'une autre et tuer ce qu'il reste, en tout cas, ou détruire ce qu'il reste de l'infrastructure militaire du Hamas. Nicolas Rouget, merci, mais on a des petits problèmes de son. Pardon de vous interrompre, on vous entend pas très bien. Désolé, mais merci en tout cas pour ces éléments de contexte de cette décision israélienne avec la réunion du cabinet de guerre hier. Pardon, mais hier le Hamas dit donc on accepte. Après avoir, pendant des jours et des jours et des jours, opposé un refus à la négociation, hier le Hamas dit oui, on est d'accord. On est d'accord, pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Est-ce qu'ils étaient d'accord pour les propositions, les termes qui sont négociés par les différentes parties depuis des semaines ? Oui, J'ai besoin juste de votre Elisabeth, c'est pas la première fois que vous sentez une dissonance entre les déclarations du chef du bureau politique du Hamas en exil et la direction, enfin en tout cas la tête des brigades Asdim El-Qassam, le bras armé du Hamas, qui est sur le terrain et qui est le seul à pouvoir ça veut dire on n'est pas d'accord en interne ? Non, mais hier, au moment même précisément où les négociations étaient sur le point d'aboutir, en tout cas suffisamment aux yeux du chef politique du Hamas, sa branche armée envoyait une quinzaine de roquettes sur l'armée israélienne et sur le point de passage précisément de l'aide humanitaire de Kerem Shalom, qui est l'autre point d'accès au sud de Gaza. Je ne dirais pas qu'il y a un désaccord, mais en tout cas, il y a une différence entre ce que disent les autorités politiques du Hamas et ce qui se passe vraiment sur le terrain. Vous dites que la branche politique a forcé la porte hier en faisant ce communiqué d'accord avec les termes de la négociation. En sachant peut-être pertinemment qu'Israël refuserait de toute façon cet accord, parce que c'est la lecture en tout cas politique de ce que vous voyez sur le plan militaire sur le terrain, c'est qu'il y a une lecture politique aussi de ce qui se passe précisément au sein du gouvernement israélien, où Netanyahou, je ne vais pas en faire un centriste, mais en tout cas est pris en étau par à la fois son propre parti, le Likoud, qui lui dit « si tu ne vas pas à Rafah, nous quittons le gouvernement », et de l'extrême droite israélienne, qui sont ses principaux alliés, sans qui il ne peut plus gouverner, qui lui disent « si tu ne vas pas à Rafah, il n'y a plus de gouvernement ». Autrement dit, dans la minute qui suit, on est en campagne électorale, ce qui est une catastrophe personnelle pour Benjamin Netanyahou. Sans compter, François. Je termine d'un mot sur aussi la lecture diplomatique de ce qui se passe en ce moment. Vous avez aujourd'hui un Premier ministre israélien qui est sous une pression
mais franchement inédite, en tout cas depuis le 7 octobre de la part des Américains, ça a été mentionné à plusieurs reprises. Et lorsque la réponse de Netanyahou, dimanche, consiste à dire « si Israël est obligé de se battre seul, nous nous battrons seuls », quelle que soit la pression, quelle que soit l'origine internationale de cette pression, Israël se débrouillera tout seul. Donc cette forme de fuite en avant, on voit bien que politiquement elle est assumée par Netanyahou, au risque même de mettre mal à l'aise et de mettre en difficulté son allié américain qui a pris pour la première fois la décision de suspendre des livraisons d'armes. Alors, vous me permettez, c'est justement ça dont je voulais parler. Est-ce pour cela que les Américains, effectivement, auraient suspendu pour la toute première fois une livraison d'armes à Israël? Jade Partouche, vous avez regardé ça de très près. C'est un média américain qui a donné cette information. Pas de confirmation, pas de démenti non plus. Encore une fois, ça constituerait une première. Effectivement, c'est Axios, le média américain, donc, qui donne cette information en premier. Une expédition de munitions à destination d'Israël a été suspendue par l'administration Biden, retardée de plusieurs jours a priori. C'est important parce que c'est effectivement la première fois que ça arrive depuis le 7 octobre. Alors la Maison-Blanche n'a pas commenté. Les responsables israéliens, à part avoir fait savoir que ça avait suscité de vives inquiétudes au sein du gouvernement, pas de commentaires non plus. Donc difficile de savoir les raisons précises de cette suspension. Compliqué a priori de ne pas y voir de lien avec Rafah, même si CNN l'affirme, détient cette information d'une source proche du dossier. Cette suspension n'est absolument pas liée à une éventuelle opération israélienne à Rafah. Quand on remonte le fil, il y a quand même un engagement qui lie Israël aux États-Unis. C'est une lettre d'assurance signée par le gouvernement israélien, une lettre signée dans laquelle le pays s'engage à utiliser les armes fournies par les États-Unis à Gaza, dans le respect du droit international. Pour être totalement précise, c'est une lettre dans laquelle Israël s'engage à respecter ce mémorandum sur la sécurité nationale américaine qui stipule, ça a été signé en février, donc c'est absolument pas vieux, qui stipule qu'avant de fournir des armes à un pays, les États-Unis doivent obtenir une assurance écrite, crédible et fiable que ce pays utilisera ces armes dans le respect du droit humanitaire international. À cela s'ajoute cette pression mise par une quarantaine de démocrates de la Chambre des représentants dans cette lettre signée au mois de mars, donc il y a 1 mois et demi, demandant explicitement que l'aide militaire soit conditionnée à un plan crédible pour protéger les civils et qu'une invasion à Rafah, ce sont eux qui le disent, contreviendrait probablement à cette exigence posée par le mémorandum. Il y a quelques jours, près de 90 parlementaires démocrates ont quand même exhorté Joe Biden à réévaluer les livraisons d'armes sous peine, je cite, de contribuer à une catastrophe humanitaire sans précédent. Des responsables américains ont par ailleurs fait savoir a priori que les expéditions à venir n'étaient pas compromises. On parle donc d'une cargaison en particulier. De quel type de munitions on parle, on ne sait pas. Pour quel type d'armes, on ne sait pas non plus. Est-ce que c'est essentiel ou secondaire, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que par ce geste-là, Joe Biden envoie un message très fort à Benjamin Netanyahou et ça illustre parfaitement bien aussi ces échanges compliqués entre Washington et Tel Aviv avec ce message que doit envoyer Joe Biden, le signal fort qu'il soutient malgré tout, qu'il est contre bien évidemment cette invasion à Rafah. Pierre Aski. Cette fuite est très intéressante parce que Axios, c'est essentiellement un journaliste israélien, Barak David, qui, il y a seulement quelques jours, recevait un prix lors d'une soirée de la presse américaine à la Maison-Blanche en présence du président Biden. Donc c'est un journaliste qui est particulièrement bien informé et influent sur la place de Washington. Et le fait qu'il sorte ce scoop, c'est écrit en toutes lettres, scoop, est évidemment un signal politique très significatif vis-à-vis de Netanyahou au moment où il prend sa décision de lancer l'offensive sur Rafah. Donc on est dans un jeu à plusieurs dimensions. Et la deuxième chose, c'est que dans ces annonces contradictoires multiples autour de la question de ce cessez-le-feu, évidemment, on est dans un marché, dans un jeu de dupes. Hier, le quotidien Haaretz avait un titre qui était très significatif, qui était Netanyahou pensait que le Hamas refuserait le cessez-le-feu. À partir du moment où il l'acceptait, il s'est mis à le saboter. C'est-à-dire que tout le monde est là à observer l'autre et à faire en sorte que ce soit l'autre qui porte le chapeau du blâme de l'échec de la négociation. Parce que ni le Hamas ni Netanyahou ne veulent que ça s'arrête. Le Hamas
engrange des bénéfices politiques de chaque jour qui passe dans cette guerre, et Netanyahou a besoin de la poursuite de cette guerre pour sa survie politique. Donc on est dans une équation qui est ingagnable, et on a les Américains qui s'exaspèrent, qui payent. Joe Biden paye un prix politique énorme en interne aux États-Unis, on en parle régulièrement, ça peut lui coûter l'élection, et donc les Américains sont peut-être les seuls aujourd'hui à avoir un intérêt immédiat à ce que le jeu se calme, et pour la première fois, ils utilisent cette arme cette de pression on retient une livraison de munitions. Ils en parlent depuis des semaines, ils ne l'ont jamais fait, et là pour la première fois, on fait savoir que on pourrait le faire. Il lève un tabou quand même, là, les Américains, parce que ça fait des semaines qu'on dit si les Américains voulaient vraiment peser de façon efficace sur leur allié israélien, ils arrêteraient de leur livrer des armes qui permettent éventuellement l'offensive. Oui, là, c'est quand même, il déchire un voile. Là. C'est ce qu'avait dit Joseph Borrell, d'ailleurs, le responsable de la diplomatie européenne. Il avait dit si les Américains trouvent vraiment qu'il y a trop de victimes civiles à Gaza, qu'ils arrêtent de livrer des armes aux Israéliens. D'autant que les experts militaires disent régulièrement que les armes livrées ne sont pas forcément les meilleures pour des combats en zone urbaine et pour éviter ce qu'on appelle les dommages collatéraux, c'est-à-dire la mort des civils. Il est sûr que Joe Biden, face à la contestation des 90 élus qui lui ont envoyé un courrier dont parlait Jade, les contestations sur les campus américains qui forment l'élite de demain aux États-Unis, qui est de plus en plus forte. Là, même Columbia a suspendu la cérémonie de remise de diplôme. Le problème pour Joe Biden, c'est que c'est même pas le fait que certains votent contre lui, c'est juste l'abstention qui pourrait faire qu'il perde l'élection présidentielle. Ça veut dire, Catherine, que là, il a commencé, encore une fois, il a transgressé la règle du soutien de livraison d'armes. Est-ce que ça ne fait que commencer ? Après, la suspension va-t-elle se confirmer et s'accélérer ? Il a beaucoup dit, Joe Biden, et là, il risquerait finalement de se renier d'une certaine manière, parce que sur Rafah, ça fait très longtemps que les Américains disent, justement, n'allez pas à Rafah. Les Français l'ont dit, tous les alliés d'Israël, mais en fait une très grande partie des alliés d'Israël disent pas Rafah, parce que là ça va être un tel carnage que déjà vu les mouvements de contestation qui sont en train de se créer chez les Occidentaux, ça risque d'être évidemment totalement contre-productif. Donc là, Joe Biden, effectivement, si vraiment les Israéliens entrent dans Rafah, attaquent Rafah, pour lui, ce sera difficilement défendable en fonction de tout ce qu'il a dit précédemment. Alors, on met tout ça en perspective. Est-ce que les Israéliens rentrent à Rafah parce qu'ils ont vu que leurs partenaires américains commençaient à passer la 4e ? Oui, pour compléter ce que viennent de dire Pierre et Catherine, au-delà de cet échange de lettres dont a parlé Jade, de février et de mars, sur les conditions d'utilisation de la force, il y a tout de même eu de la part des Américains une demande d'un plan. Un plan Rafah. Qu'est-ce que vous voulez faire à Rafah ? Dans combien de temps ? Dans quelles conditions ? Etc. Et la réponse qui a été apportée par les Israéliens, qui se sont fait un peu tirer par le bras pour pouvoir au moins présenter un plan, ce plan a été jugé nul et non avenu par le Pentagone, qui a dit « ça ne ressemble à rien, il n'y a absolument aucune espèce de garantie dans ce plan, donc non, non et non ». J'ajoute une dernière petite chose sur Axios, parce que ça mérite d'être souligné. Axios, entreprise de presse, a comme actionnaire, et pas des moindres, un certain Anthony Blinken. Ça date d'avant sa prise de fonction au département d'État, mais tout de même. Je veux dire par là qu'il y a effectivement une pression américaine qui se joue, qui est à la fois diplomatique, des services et du ministère de la Défense américain, pour dire il y a une limite à l'inacceptable, et cette limite à l'inacceptable, c'est Rafah. Colonel Goya, cette suspension d'armes qui n'a pas été confirmée... De munitions, pardon. Alors, il faudrait de livraison de munitions. Il faudrait d'abord savoir de quoi il s'agit et en quelle quantité. Alors, les munitions les plus critiques de la part pour l'armée israélienne, ce sont en réalité des munitions aériennes, des bombes guidées ou autres, qui ont été consommées en une quantité absolument phénoménale. Les Israéliens ont cramé plus de munitions que n'en dispose l'armée de l'air française en la matière, très, très largement. Donc ça, c'est probablement là que ça peut jouer. Pour le reste, ça
ça n'empêchera pas une opération terrestre dans tous les cas de figure, sauf si vraiment... mais cette opération elle-même, elle va durer des semaines. Attendez, je m'arrête là-dessus. Vous dites que la décision américaine n'entravera pas, n'empêchera pas Netanyahou après, c'est peut-être le premier élément mais si ça se poursuit même pas. Rien de ce que feront les Américains aujourd'hui n'arrêtera Netanyahou. C'est peut-être un peu tard, effectivement. Maintenant, ça vient peut-être trop tard. Il faudra une condamnation diplomatique, il faudra peut-être couper effectivement toute aide, et ça peut-être au bout d'un moment avoir une influence sur les opérations militaires. Mais pour moi, ça arrive un peu tard, quoi. Les Israéliens ont les moyens, certainement, de mener encore une opération pendant plusieurs semaines dans le sud de Rafah et pour eux, dans leur esprit, de terminer le boulot. Au moins cette première phase du boulot. Dans tous les cas de figure, ça laissera tout le territoire de Gaza détruit, ravagé et sans aucune solution politique sur le destin du territoire. Je rappelle juste un élément, c'est que déjà en 7 mois de guerre, il y a plus de victimes, il y a plus de morts de part et d'autre d'ailleurs, que dans les 70 ans précédents d'affrontements israélo-palestiniens. Les 2 intifadas réunies, toutes les guerres contre la Hamas réunies, etc. quoi. Et c'est pas fini. C'est le communiqué de Netanyahou que vous nous lisiez dimanche. De toute façon, on se passera des Américains. Vous dites c'est trop tard. C'est trop tard pour que Biden, passe à l'acte des sanctions sur Israël. Il faut que ce soit plus fort quand même. Sauf qu'il y a un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que les Américains ne veulent pas donner le signal d'un affaiblissement d'Israël par rapport à l'Iran. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de conflit. Il y a le conflit israélo-palestinien à Gaza et il y a le conflit régional. Et si les Américains aujourd'hui annonçaient qu'ils ne livraient plus de munitions à Israël, ça serait le signal au Hezbollah ou aux autres proxys de l'Iran que la voie est libre puisque Israël a perdu son allié. Et donc, et Joe Biden ne veut pas prendre cette responsabilité. Et donc, parce qu'il considère que l'Iran est effectivement un adversaire qu'il ne faut pas renforcer. Donc, on est dans une situation d'équilibre où à la fois on envoie des messages parce qu'on veut peser politiquement, mais on ne veut pas affaiblir Israël par rapport à l'autre front qui est celui de la guerre régionale avec l'Iran. C'est une équation ingagnable. Et donc la guerre à Rafah aura lieu. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faudrait savoir quel type de munitions n'ont pas été envoyées, parce que évidemment les Israéliens n'utilisent pas les mêmes munitions pour ce type d'opération dans le sud de Gaza que pour se défendre, comme on l'a vu dernièrement, contre l'Iran, hein, évidemment. Donc c'est pour ça que ce serait intéressant de savoir quelles sont les munitions qui finalement n'ont pas été livrées à Israël. François, dans un instant, dites-moi si c'est trop tard, mais Joseph Borrell, le patron de la diplomatie européenne, vient d'évoquer le risque que prenaient les Israéliens à Gaza, ou en tout cas, il a pris acte du fait que les Israéliens n'ont pas entendu les exhortations internationales. L'offensive terrestre contre Rafah a commencé. Malgré toutes les demandes de la communauté internationale, des pays européens, absolument tout le monde a demandé à Netanyahou de ne pas attaquer Rafah. Malgré tous ces avertissements, l'attaque a commencé la nuit dernière. Je crains que cela provoque à nouveau beaucoup de victimes. Des victimes civiles, quoi qu'ils en disent. Il y a 600 000 enfants à Gaza. Ils seront poussés vers des zones soi-disant sûres. Mais il n'y a pas de zone sûre à Gaza. Est-ce qu'Israël a encore à perdre en termes d'image à ce jusqu'au boutisme militaire? Certainement. Ou est-ce que de toute façon le mal est fait? Certainement pas auprès de Joseph Borrell, qui est probablement l'un des Européens les plus vocaux sur le conflit israélo-palestinien et depuis des années, avant même d'ailleurs d'être à ce poste. Un poste d'ailleurs qu'il va continuer à garder pendant quelques semaines, puisque de toute façon, à l'issue des élections européennes, il est partant. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il s'exprime avec d'autant plus de liberté et de franchise sur ce qui se passe à Gaza qu'il est sur une fin de cycle. Mais
avec la franchise qui, j'allais dire, qui est la sienne, mais qui est aussi celle des dirigeants européens, qui sont effondrés de voir à quel point les Israéliens n'ont pas tenu compte ni de leurs avis, ni de leurs conseils. Quelles seront les conséquences de ce qui se passe ce matin à Rafah, cette offensive qui a commencé, malgré toutes les mises en garde internationales, sachant que les Américains, vous nous le dites, de toute façon, quoi qu'ils fassent maintenant, c'est trop tard. Hier, il faut quand même noter ça, le Quai d'Orsay a fait un communiqué dans lequel il est dit le déplacement forcé de population est un crime de guerre. Et c'est quand même très, très significatif que dans ce contexte, c'est pas nouveau, mais c'est qu'ils le disent en ce moment. Je trouve que c'est pas habituel, franchement, de mettre en garde les Israéliens sur le fait qu'ils sont en train de commettre un crime de guerre. Et il faut se souvenir que depuis quelques jours, on parle de décision de la Cour pénale internationale qui pourrait mettre en cause Benjamin Netanyahou, son ministre de la Défense et le chef d'état-major, donc qui seraient traités comme l'est actuellement Poutine par la CPI. Juste pour conclure, vous avez écrit l'embrasement à propos d'une guerre, une ancienne guerre. On va où là ? C'est la guerre actuelle, mais c'est la longue guerre depuis 70 ans jusqu'à aujourd'hui. On va où ? C'est une grande période d'incertitude en réalité. Moi, ce qui me frappe surtout, c'est qu'il n'y a absolument aucune vision politique sur la suite. Là, les Israéliens, le seul bilan de l'armée israélienne, c'est d'avoir tué à peu près 10 000 combattants du Hamas. Voilà, on a cassé un peu, on a fait beaucoup de mal au Hamas, et puis c'est tout. Et le Hamas est toujours là, ses chefs sont toujours là. Il envoie toujours des roquettes. Les Israéliens ne contrôlent même pas le terrain dans Gaza, donc ce terrain va être réoccupé politiquement, militairement, on ne sait pas par qui, peut-être le Hamas, tout simplement, qui s'est implanté dans le Nord aussi. Enfin bon. Donc c'est effectivement une fuite en avant militaire. On continue à casser, mais sans aucune autre perspective. Et donc on ne sait pas où on va. Et donc c'est pas du tout. Et l'autre question, c'est effectivement de savoir quel est le but ultime, parce que il y a une partie des ministres israéliens parmi les plus durs, l'extrême droite la plus dure, qui souhaitent en fait que, Pierre Aski l'évoquait, que les Palestiniens quittent Gaza. Donc est-ce qu'ils vont casser justement ce poste frontière avec l'Égypte pour finalement faire partir une partie des Palestiniens en Égypte ? Il y a plusieurs ministres. Le contrôle de ce fameux corridor de Philadelphie. Et ça, c'est aussi une des questions qui se posent aujourd'hui, et ce qui effectivement rejoint l'idée du crime de guerre, parce que c'est interdit. À l'Égypte. Exactement, ce qui en plus serait vraiment écoutez, en quelques très mots, mal vu. Non, mais surtout, la vraie question, c'est les victimes civiles qu'il va. Et j'allais dire, la vraie question, c'est les victimes civiles. On ne parle pas des otages. Non. Là, l'espoir de voir libérer les otages, ça me nuit. Et la population israélienne, c'est peut-être de là que viendra la clé. Il y a eu une manifestation spontanée hier à l'annonce du début de l'offensive sur Rafah. Des gens qui se sont réunis à Tel Aviv pour s'y opposer en disant mais priorité aux otages. Libérer les otages.